Je te propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je sais que tu n'as pas de temps à perdre, que tu as soif d'apprendre et que du coup, il n'y a pas de blabla, bam bam. Direct, on aborde ce sujet stratégique. Déjà, je voulais te dire que franchement, tu as fait un trop bon choix de choisir cette formation parce que moi, c'est un peu ma formation chouchou. Parce que je trouve que c'est un sujet qu'on retrouve assez peu finalement sur les différentes plateformes en termes de ressources alors que d'un point de vue vraiment SEO et méthode SEO, c'est surpuissant. Et c'est pour ça que j'ai osé là, tu vois, te faire apparaître ce sous-titre, l'art d'optimiser l'existant, parce que je trouve que c'est un art vraiment de le faire et c'est un art de avoir cette méthode et ces actions concrètes pour optimiser déjà les contenus qui existent sur ton site et de faire en sorte qu'en fait, bah, tu te dises pas, OK, donc en fait, là maintenant je vais faire du SEO, il faut tout que je redémarre à zéro. Pas du tout. En fait, ce que tu as déjà créé, même si tu as pas pensé au SEO, tu vas pouvoir t'en servir pour booster la visibilité de ton site. Et tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Et c'est ce que je vais te révéler tout au long de la formation. Bon, du coup, tu as compris, je suis archi fan de l'optimisation parce que je trouve que c'est une stratégie ultra puissante parce que il y a plein de critères que tu vas voir qui font que c'est quelque chose que tu ne peux pas rater dans ta stratégie SEO. Il faut forcément qu'il y ait un gros bloc de tes actions SEO qui soient vraiment directement en lien avec l'optimisation de contenu. Parce qu'effectivement, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu es expert SEO, alors forcément, je vais te donner un exemple qui n'est pas bon. Donc, du coup, quand tu es un mauvais expert SEO, tu vas avoir tendance à arriver sur un projet et te dire, allez, c'est moi qui prends les rênes de tout ça. Je vais partir sur des nouvelles idées. Je vais créer de nouvelles choses, comme si je partais d'une page blanche. Or, c'est faux, parce que potentiellement, en fait, il y a déjà eu quand même du boulot sur le site. Et ton rôle, moi en tout cas, ce que je considère être notre rôle en tant qu'expert SEO, c'est de faire en sorte de valoriser le travail qui a déjà été fourni, même si à l'époque, effectivement, le SEO n'était pas le centre de la stratégie. Et en faisant ça, en étant dans ce mindset-là, bah en fait, tu gagnes du temps de ouf. Et je trouve surtout que c'est très valorisant pour le client ou pour ta marque chez qui tu travailles de se dire que tout ce qu'il a fait là, bah en fait, c'était pas à jeter à la poubelle, pas du tout. Parce que moi, je suis sûre qu'il y a de l'expertise métier, qu'il y a eu du temps consacré à tout ça, qu'il y a eu des ressources techniques pour construire ce site-là. Et du coup, tu peux pas tout jeter à la poubelle. Et toi, ton boulot, c'est de mettre des paillettes sur tout ça et de rendre tous ces contenus-là ultra visibles pour faire en sorte de booster ton chiffre d'affaires, de booster tes leads, de booster ta notoriété. Et effectivement, tu vois, c'est pas aujourd'hui où je me suis levée et je me suis dit, tiens, je vais faire une formation sur le sujet. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et cette punchline que tu vois là, en SEO, produire plus et optimiser mieux, c'est une punchline que j'ai utilisée pour la conférence SMX que j'ai faite avec mon client. Et c'était à l'ouverture de ma conférence. Et en gros, c'était de dire, est-ce que, selon vous, il vaut mieux produire 50 nouveaux contenus ou optimiser 10 pages stratégiques? Et du coup, vous imaginez bien, parce que sinon je ne serais pas là en train de te parler, que du coup, j'avais démontré qu'il valait mieux optimiser 10 pages stratégiques. Alors, stratégique, pourquoi? Parce que potentiellement, bah, c'était top produit, c'était top catégorie de produit, c'est ton top service, c'est ce qui explique le mieux qui tu es. Ça, c'est des, tu vois, des pages stratégiques généralement pour une marque. Et j'avais dit, bah non, encore une fois, faites avec ce qui existe déjà avant d'ajouter des nouvelles ressources, du nouveau temps. Parce qu'on va pas se mentir, en fait, la production de nouveaux contenus, si tu le mets en opposition, et c'est tout le temps ce qui arrive, c'est qu'en fait, tu vas toujours mettre en opposition, est-ce que j'optimise le contenu déjà existant ou est-ce que je produis des nouveaux contenus? C'est vraiment le duel, c'est la battle à chaque fois. Et en gros, ce que je disais, c'est que au départ, toi, ton mindset, ça doit être optimiser déjà l'existant. Et après, quand déjà tu sentiras que les choses sont stables, que tu as des gains, tu as du dynamisme en termes de trafic, de visibilité, de chiffre d'affaires généré par le SEO, effectivement, tu vas étendre ton champ sémantique et du coup
produire plus, notamment en identifiant des nouveaux contenus. Et c'est d'ailleurs l'un des sujets de l'une de nos formations sur l'identification de ces mots-clés qui vont donner lieu potentiellement à de la nouvelle création pour étendre son champ sémantique, d'où le fait que l'identification des mots-clés et la priorisation, c'est hyper important. Et c'est pour ça que si tu ne l'as pas vu, je t'encourage à aller vraiment suivre cette formation-là qui te permet d'avoir un calendrier édito et une vraie stratégie basée sur des mots-clés, l'identification de ces mots-clés-là et la priorisation. C'est hyper important. Mais du coup, d'abord, tu penses optimisation de l'existant. Et pourquoi? Bah en fait, c'est clair, les chiffres parlent. Très clairement, tout ce que je peux te dire, c'est que tu vas gagner un temps considérable. Genre vraiment considérable. Donc du coup, on le sait tous, le temps, c'est de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est un critère qui est hyper important et qui fait que je trouve que c'est indispensable d'avoir une bonne méthode et de mettre en place des actions sur l'optimisation de l'existant parce que vraiment, tu vas gagner du temps. Pourquoi tu gagnes du temps? Parce que ton contenu, il est déjà en ligne. Donc potentiellement, tu n'as pas de gros briefs éditoriaux à faire, tu n'as pas à faire une grosse intégration, créer un nouveau template. Du coup, forcément, tu gagnes du temps parce que tu vas directement aller dans ton CMS et aller modifier certaines choses. On va vraiment parler de ces certaines choses. Je serai beaucoup plus précise. Tu peux être rassuré. Donc, du coup, vu que ton contenu il est déjà en ligne, en termes de productivité, vraiment de production en tant que tel de contenu, tu vas gagner un temps considérable. Puis t'as pas à te reposer un milliard de questions sur quel sujet, quel template, comment je vais m'adresser à la personne, comment. Non, parce que le but c'est de vraiment de faire avec l'existant et d'y rajouter des paillettes. Et souvent, bah, les résultats, quand tu vas faire cette optimisation, les résultats vont arriver beaucoup plus vite que si tu crées des nouvelles pages. Ça, c'est très mathématique, j'ai envie de te dire, c'est très lié à l'algorithme Google, vu qu'il connaît déjà ta page, même si elle était mal positionnée. Quoi qu'il arrive, vu qu'il la connaît déjà, bah, beaucoup plus facile pour lui de prendre en considération tes nouvelles modifications que tu as faites. Donc du coup, tu auras toujours beaucoup plus de rapidité dans tes résultats plutôt qu'un contenu que tu vas créer où là, du coup, bah, faut bien s'assurer que la nouvelle page soit explorée, indexée, qu'ils te sentent légitime à parler de tout ça. Donc, du coup, ça va forcément mettre plus de temps. Et effectivement, l'impact, il est incroyable. C'est ce que je viens de te dire là sur bah, l'URL qui est déjà indexée et qui a déjà un historique. Alors même si elle n'est pas ultra visible, elle a forcément déjà acquis un peu de autorité. Elle est déjà dans l'index. Donc il y a moins d'efforts, tu vois, en termes de ressources pour Google pour interpréter tes nouveaux contenus. Donc du coup, franchement, moi quand je vois ces deux gains-là, je peux pas me dire je vais laisser de côté. Moi, je préfère partir avec mes nouvelles idées et partir dans de la nouvelle création. Franchement, quand tu as un choix à faire, assure-toi d'abord que tu n'as pas un choix à faire, j'entends par est-ce que je crée des nouveaux contenus ou est-ce que j'optimise déjà mon existant. Assure-toi avant de partir bille en tête à créer des nouvelles choses que le contenu finalement il n'est pas déjà sur ton site et il mérite juste d'être amélioré, mieux ciblé sémantiquement. Parce que, et tu vois, je te parle de résultats, moi, à chaque fois que j'ai fait de l'optimisation, en moyenne, c'était plus de 250% de clics SEO. C'est monstrueux. Là, je suis pas en train de te faire une formation pour gagner 5% ou 10%, voire une petite progression, tu vois. On n'est pas dans quelque chose de très fin, de machin, très long terme. Non, pour le coup, vraiment, l'optimisation. Mais tu vois, je le rangerais presque dans la partie quick win. C'est que l'optimisation de contenu, c'est vraiment un mindset, quelque chose à faire dans ta strat qui peut vraiment t'apporter des résultats rapides, un vrai impact et des forts résultats de progression, en tout cas, de trafic et de visibilité. Donc, tu vois que tu as très bien fait de suivre cette formation, hein. Je te le disais, je suis hyper contente que tu aies fait ce choix-là parce que bah, tu as vu, les arguments sont là, quoi. Tu ne peux pas faire autrement. Et en plus, l'optimisation, alors au-delà, tu vois, de tout ce que je viens de te montrer là, qui je trouve sont incontestables, en termes de, bah oui, oui, je veux des résultats rapides, et oui, oui, je veux faire une grosse augmente de mon trafic SEO, bah en plus, l'optimisation te permet d'éviter certaines erreurs, les fameux pièges SEO et notamment la fameuse cannibalisation. Donc la cannibalisation,
c'est vraiment le côté où je vais avoir plusieurs pages finalement qui ciblent le même mot-clé. Et du coup, bah, Google, il est un peu paumé sur toutes ces pages qui ont l'air de parler de la même chose. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout positionner un peu moyennement. Et du coup, c'est comme si tu perdais un peu le contrôle de ton site. C'est-à-dire que potentiellement, toi, tu préférais que ça soit une autre page, mais finalement, c'en est une autre qui remonte. Et c'est un peu le bazar, tu vois. Et là, c'est l'exemple que je te donne là. C'est le fameux, tu vois, alors, j'en ai combien d'URL? 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 URL qui se positionnent exactement sur le même mot-clé qui est dentifrice blancheur. Donc, tu vois, un mot-clé qui est quand même assez précis et où du coup, il devrait y avoir des pages assez précises qui se positionnent dessus. Par exemple, je suis pas sûre que le dentifrice fraîcheur intense, bah, ça soit très pertinent qui se positionne dessus. Parce que lui, sa caractéristique à ce dentifrice, c'est vraiment la fraîcheur. Donc c'est plutôt cette thématique de mots-clés qu'on va essayer de cibler et pas le côté blancheur qui est vraiment un critère, lui, à part entière. Pareil, tu vois, est-ce que c'est franchement le routine solide complète qui devrait se positionner dessus? Pas du tout. On est sur une routine, ça veut dire qu'il y aurait plusieurs produits qu'on peut acheter en un seul coup et qui est solide. Donc, dans le milieu du soin et de la cosmétique, vous savez, c'est les shampoings solides, donc qui ressemblent à des pains de savon, ou encore une fois, même du dentifrice solide. Encore une fois, le côté solide est un critère. Là, c'est dommage que du coup, ça se positionne sur blancheur. Donc, en fait, le côté de, au lieu de créer des milliers de pages, comme ça, à la volée, et de vraiment optimiser de ce que j'ai déjà sur le site, en fait, ça évite de multiplier les pages qui pourraient potentiellement cibler à peu près le même mot-clé et de se retrouver dans ce genre de situation de cannibalisation. En fait, vraiment, l'optimisation de l'existant permet de se décomplexifier la tâche, parce que plus tu as de pages comme ça qui se multiplient et qui potentiellement ciblent la même chose, plus c'est un casse-tête pour les experts SEO d'aller recibler sémantiquement les choses. Puis potentiellement, on va pas se mentir, l'une des recos que ça se trouve, tu vas te dire à un bout d'un moment, c'est bon, ok, je vais rediriger cette page vers une autre. Donc finalement, cette nouvelle création, elle aurait servi à rien parce qu'en fait, quand tu te rends compte de tout le bazar qu'il y a autour du ciblage sémantique, tu te dis, bon, je vais faire un peu de nettoyage et finalement, je vais rediriger certaines choses. Donc vraiment, ça te permet à un bout d'un moment de te dire, attends, t'emballes pas, viens, on voit si ce mot-clé que j'ai envie de cibler, donc tu as vu dans la formation de l'identification des mots-clés de, ah tiens, ça c'est un mot-clé stratégique pour moi, je sais pourquoi, je sais parce que je l'ai priorisé, je sais que je l'ai bien trouvé parce que j'ai trouvé les bonnes sources, et ça c'est tout ce que tu peux trouver dans cette formation-là. Du coup, bah, tu te dis, est-ce que ce mot-clé-là, je vais pas le cibler déjà avec une page existante qui, en vrai, mon contenu, il répond assez bien. Il faut peut-être juste que je le réoriente un peu ou que je l'enrichisse pour que vraiment j'ai un très bon ciblage sémantique. Donc ça permet d'éviter cette erreur qui est la cannibalisation qui est fatale, hein, parce qu'en termes de perf, avoir plusieurs pages qui se positionnent sur le même mot-clé, je te le redis, c'est l'assurance que potentiellement tout se positionne assez moyennement. Et bah, le moyen, c'est pas ce qui fait vendre et c'est pas ce qui fait avoir des leads. Bref, c'est pas le business, quoi. Donc du coup, en fait, vraiment sur les autres erreurs que ça peut t'éviter, donc moi le numéro un, c'est la cannibalisation, vraiment, c'est l'erreur fatale que vraiment il te fait éviter, l'optimisation de contenu. Mais en plus de ça, bah ça évite cette dilution d'autorité. Tu vois, parce que si tu as plein de pages similaires, bah du coup tu disperses un peu ton autorité. Par exemple, les backlinks, l'acquisition de backlinks, tu vois, c'est un très mauvais signal. Parce que comme je te le dis, tu vas avoir plein de pages qui finalement parlent un peu de la même chose. Parce que tu as produit, 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 produit encore du contenu. Et du coup, bah, tu as cette dilution sur le sujet bah, qui se disperse sur plusieurs pages. Et du coup, au lieu d'avoir une page très forte, tu as plein de pages moyennes qui sont moyennement fortes. Et du coup, tu n'arrives pas à avoir des très belles performances. Donc ça déjà, l'optimisation de l'existant te permet d'éviter de tomber dans ce piège-là de la dilution de l'autorité. Et en plus, bah, un bout d'un moment, quand tu produis exactement sur le même sujet potentiel, bah, tu finis par avoir un contenu pauvre. Parce que tu sais plus quoi dire. Du coup, tu as une baisse de qualité parce que tu es dans la surproduction. Tu t'es peut-être pas assez posé sur, bah tiens, en fait, je pourrais avoir une grosse page qui répond de ça
et après avoir des pages filles qui ciblent un sujet très précis, mais où c'est très clair pour moi que en fait ça peut faire l'objet d'un vrai contenu qualitatif et informatif, même si sur un sujet précis, même de niche, mais bah répéter 1000 fois la même chose. Déjà, c'est chiant pour tout le monde. On ne s'y repère pas pour les internautes dans la navigation parce que peut-être que potentiellement les informations sont un peu dispersées partout. Et du coup, bah, pour l'algorithme des moteurs de recherche, bah, pareil, lui, il sait pas trop quelle page il faut qu'il choisisse. Tout est un peu pauvre parce que bah, tu sais plus trop quoi écrire, donc tes contenus potentiellement sont assez courts. Et donc voilà. Donc voilà à quoi t'évites bah, en fait, d'avoir ce mindset de je pense d'abord optimisation de l'existant. Ça t'évite de tomber dans les pièges de la cannibalisation, ça t'évite de diluer l'autorité et ça t'évite de proposer finalement du contenu assez pauvre sur une multitude de pages. Et en plus de ça, bah, Google, il adore les mises à jour. Il adore qu'on valorise les contenus déjà indexés. Parce que bah, il se dit, OK, il laisse pas pourrir son site. Et en fait, son site, il est régulièrement mis à jour. Et du coup, ça m'encourage à aller explorer ses pages parce que potentiellement, il m'a mis des nouvelles informations, il a changé quelque chose. Et du coup, bah, ça booste aussi l'exploration de Google de ton site. Et plus Google il explore ton site, plus ça veut dire que tu es potentiellement un très bon site et que tu peux espérer booster tes positions. Parce qu'il va recalculer ton positionnement et se dire, ah bah oui, lui, vraiment, il est bien, donc hop, je vais le repositionner, tout ça. Donc vraiment, c'est quelque chose de très algorithmique, c'est que il adore que tu actualises ton contenu. Donc, moi, ce que je préconise, après, je sais que c'est parfois un peu compliqué, mais franchement, laissez pas pourrir vos pages comme ça pendant 2 ans, 3 ans, sans mise à jour, sans aller checker, par exemple, bah, peut-être que je peux améliorer mon template, peut-être que je peux ajouter des informations, parce que selon l'actualité ou les nouvelles mœurs, les nouvelles tendances, bah, potentiellement, il faut quand même que j'aille agrémenter mon contenu qui date d'il y a 2, 3 ans, tu vois. Donc, l'optimisation de l'existant, quand tu as une routine, comme je vais t'apprendre à le faire là juste après, bah, du coup, c'est hyper valorisé par Google parce que du coup, il va prendre l'habitude de passer régulièrement sur ton site et ça, c'est que un signal positif. Et en fait, bah, l'optimisation de l'existant, ça te force à avoir un certain, je trouve une qualité d'approche SEO qui est ultra intéressante. Parce que vu que tu vas rentrer dans cette routine-là d'optimisation de l'existant de ton site, bah potentiellement, tu vas mieux t'adapter à l'intention de recherche. L'intention de recherche, j'en ai parlé aussi dans la formation, comme je te le disais, sur les mots-clés, parce que c'est ultra lié de finalement qu'est-ce qu'on doit détecter comme besoin de la part des internautes et du coup comment je dois m'adresser à eux pour répondre véritablement à l'intention qu'ils ont derrière cette requête. Donc du coup, tu vas mieux t'adapter. Tu vas peut-être te rendre compte que finalement, à l'époque, le contenu que tu avais produit, bah, là, ça a un peu changé. Finalement, les gens recherchent, peut-être, plus, un comparatif ou peut-être plus informationnel, tu vois? Et donc du coup, ça va te forcer à réadapter ton contenu et à refaire de la veille sur l'intention de recherche. Ensuite, vu que tu vas être dans l'optimisation de l'existant, tu vas te dire, bah, le meilleur moyen aussi, c'est te dire, bah, comment proposer le meilleur contenu? Bah, je vais aller surveiller mes concurrents. Peut-être que eux, sur le sujet, finalement, au fur et à mesure, je me suis fait un peu rattraper et ils proposent un meilleur contenu que moi. Donc, ça te force aussi à faire de la veille concurrentielle, tu vois, et te dire, ah bah, tiens, ce sujet-là, ils l'adressent de cette façon-là, je trouve ça canon, je sais qu'ils ont des belles perfs. Bah, du coup, ça va me forcer à revoir mon contenu et à proposer mieux à mes internautes. Et du coup, in fine, que Google te positionne mieux que tes concurrents. Et en plus de ça, comme je te le disais tout à l'heure, bah, d'être dans ce mindset d'optimisation de contenu existant, bah, ça va te forcer à potentiellement revoir bah, tes nouvelles tendances. Peut-être que tu es dans un secteur où bah, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de, comment dire, de changements sur, si tu es dans la mode, n'en parlons pas, mais c'est très caricatural. Je suis sûre que tu l'avais compris, mais il n'y a pas que la mode où il y a des tendances. Même dans le B2B, il peut y avoir des tendances de services, tu vois, le côté coaching, formation one-to-one et tout, ça, c'est une nouvelle tendance aussi du marché et potentiellement, bah, c'est peut-être un vocabulaire que tu n'as pas beaucoup utilisé. Donc, ça te force à te replonger dans ces tendances-là et avoir un contenu plus actuel finalement.
Et donc potentiellement, tu as peut-être aussi, je sais pas, changer de structure d'équipe, donc présenter ton équipe d'une autre façon, tu vois, qui soit plus proche de la réalité de ce que tu as dans ton entreprise. Si tu es très dans des contenus très informationnels, documentés, médicalisés, bah, peut-être qu'il y a des nouvelles études et tu as peut-être des nouveaux chiffres. Tu vois, sortir des trucs de 2022, c'est pas très actuel. Alors que là, il faudrait peut-être des chiffres un peu plus tôt. On a des études maintenant qui sont plus récentes. Donc, ça te force aussi à mettre à jour tes informations. Donc, je trouve que tu lis à la fois le côté performance de l'optimisation de l'existence, je vais gagner du temps et je vais avoir des performances plus rapides et ça va vraiment booster la visibilité de mon site. Et à la fois en termes de qualité de contenu où ça va te forcer justement à le réadapter avec les 3 points que tu vois là. Donc, franchement, je te le dis, hein, il n'y a que des choses positives. Et on va passer tout de suite à comment, quel contenu je dois choisir justement pour l'optimisation de ces contenus. Parce que si tu es sur un site par exemple qui a 1500 pages, tu vas pas te dire je vais optimiser les 1500 pages. Potentiellement, ça n'aurait aucun sens. Donc je vais t'aider, tout comme je l'ai fait dans mes précédentes formations, toujours la priorisation parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Parce que par manque de ressources ou par manque de budget, on peut pas tout faire. Donc le but, c'est d'avoir une méthode qui te permet d'identifier ceux qui sont vraiment priorité numéro 1 et où tu vas avoir les résultats les plus probants. Tout de suite, on y va. Bienvenue du coup dans ce nouveau chapitre. Effectivement, le premier chapitre, tu as bien compris l'importance de l'optimisation de l'existant, pardon, et surtout ce que ça pouvait t'apporter et donc les résultats que tu pouvais projeter sur le fait de travailler vraiment les contenus qui existent déjà sur ton site. Maintenant que tu as bien compris tout ce que tu pouvais espérer et les erreurs surtout que ça pouvait t'éviter, le but maintenant, c'est qu'on rentre dans une partie plus opérationnelle pour que je puisse t'aider à identifier les pages à optimiser. Parce que comme je te le disais à la fin du premier chapitre, je vais bien entendu pas te dire de tout optimiser. Si tu as un site, si tu travailles sur un site avec beaucoup de pages, le but, c'est pas de y passer 10 ans à les tout optimiser parce que potentiellement, en plus, il y a des pages qui n'ont pas besoin d'être optimisées parce qu'elles marchent déjà très bien comme ça, ou que c'est pas forcément des pages hyper stratégiques en termes d'entrée SEO, c'est plutôt dans le cours de la navigation de l'internaute que ça soit bien quand même qu'il tombe sur cette information, mais ça n'en fait pas une page stratégique d'un point de vue SEO. Et du coup, on va se concentrer sur vraiment ce qui va te rapporter tous les gains que je t'ai montrés tout à l'heure. Donc en fait, de manière très simple, parce que moi j'aime bien qu'il y ait des règles vraiment qu'on puisse appliquer et qui servent vraiment de repère. Selon moi, il y a 3 typologies de pages qui méritent d'être optimisées. Les premières pages, c'est vraiment celles qui ont une bonne position. Tu vois, elles sont potentiellement ces pages-là positionnées entre les pages, enfin la position, pardon, de 1 à 3, tu vois, mais elles te rapportent pas de clics. Donc ça, tu peux t'en rendre compte très simplement. J'espère que sur le site sur lequel tu bosses, ou sur la marque avec qui tu bosses, il y a la Google Analytics, parce que de manière très simple, tu peux te rendre compte. Après, sur une plage de date importante, on ne prend pas genre juste les 3 derniers mois, parce que si tu as dans un secteur d'activité où il y a pas mal de saisonnalité, du coup, c'est juste que c'est peut-être pas la période pour ces pages-là de faire beaucoup de trafic. Donc, prends plutôt une grosse période, au moins 12 mois. Moi, j'aime bien taper 16 mois. Je trouve que c'est très bien. Donc, ces pages-là, potentiellement, elles sont bien positionnées. Donc, ça veut dire que Google les estime comme pertinentes, estime que ton site est pertinent à se positionner sur ces requêtes-là, mais pour autant, elles ne te rapportent pas de trafic. Et peut-être, et c'est pour ça que je t'ai mis vraiment que ça pourrait être un quick win, puisque c'est assez facile. Potentiellement, c'est juste que ta title, elle n'est pas assez attractive. Donc, tu vois, le titre qui s'affiche dans les pages de résultats, peut-être qu'elle n'est pas assez explicite, peut-être qu'il manque des petits arguments commerciaux par rapport aux autres concurrents. Donc, c'est pour ça, regarde qui se positionne aussi sur cette requête-là, qui te semble stratégique, et réadapte ta title et ta métadescription, et potentiellement, du coup, ça va te ramener des clics. Donc du coup, ça, je trouve que c'est le plus facile parce que ta page elle est déjà bien positionnée, donc potentiellement très peu d'efforts à fournir pour que ça te rapporte des clics. Après,
peut-être que du coup ta page cible un mot-clé qui est très très peu recherché, donc peut-être pas hyper stratégique. Et donc là, c'est plutôt la formation sur la puissance des bons mots-clés qu'il faudra que tu re-regardes ou que tu regardes, parce qu'il y a peut-être un petit problème de ciblage sémantique sur ta page. Mais ça, c'est un autre sujet. La deuxième typologie, c'est de prendre tes pages qui ont une faible position. Donc tu vois, alors par faible position, j'entends pas celles dans les limbes, parce que celles dans les limbes donc sont à plus de 30, tu vois, 30e position, 50, 100. Ça va être très très dur à aller faire monter. Donc du coup, un peu moins quick win et un peu moins rapide en termes de positionnement. Moi, je veux que tu te concentres là sur les pages qui sont positionnées de 5 à 20. Tu vois? Très précis de 5 à 20. Parce que bah c'est une position un peu moyenne. C'est-à-dire que c'est pas mauvais, parce que, quand même, pour aller se positionner sur ce type de position-là, faut pas, non plus, enfin, ça veut dire qu'il y a déjà du bon contenu, que quand même, les moteurs de recherche ont l'identifié comme pertinent sur la requête, ciblée, mais potentiellement il manque un truc. Tu vois? Le petit truc en plus et du coup, il va falloir retravailler, ce contenu-là. Donc hop, de 8 à je t'ai dit quoi? Non, de 5 à 20. 5 à 20, c'est bien. Tu me fais ce filtre-là de 5 à 20. Ça va être vraiment ta priorité numéro 2, c'est de retravailler toutes ces pages stratégiques qui se positionnent dans cet encart de visibilité. Et ensuite, ça c'est la grosse urgence où tu es un peu en panique, mais ça nous arrive tous avec les différents core updates et tout ça. Forcément, ça va t'arriver, mais tu as potentiellement des pages qui sont en chute. Et donc, du coup, dès que tu repères, notamment sur tes pages stratégiques, je suis sûre que tu as une liste de pages ultra stratégiques pour ton business. Dès que tu vois qu'elles chutent, c'est qu'il faut, il y a quelque chose à rectifier, quelque chose à mettre à jour, quelque chose à mieux optimiser. Donc ça, c'est ta troisième priorité, c'est d'être hyper attentif à tes pages qui sont en chute. OK? Donc voilà, ça, c'est les trois typologies de pages où c'est ta prio number one pour justement faire de l'optimisation de l'existant. Mais tu vas me dire, bah oui, mais comment j'identifie de manière assez concrète? Déjà, ta première chose, ton outil phare, alors ne fais pas attention à cette capture d'écran qui est là pour illustrer et qui est du coup assez ancienne, mais du coup, ta priorité numéro une, c'est que déjà, il faut absolument que tu aies la Google Search Console sur ton site. Parce que c'est ton repère dans la nuit, c'est ton radar, c'est vraiment l'outil qui va te permettre de super bien monitorer les performances de ton site. Et en plus de ça, c'est gratuit. Donc, tu n'as aucune excuse pour ne pas avoir la Google Search Console. Mais ça se trouve, là, tu m'écoutes et en fait, tu as déjà la Google Search Console, tu savais que c'était hyper important. Donc, du coup, tu vois, pour toutes tes pages qui sont justement dans cet encart-là de position assez moyenne entre 5 et 20, tu peux les détecter très facilement avec la Google Search Console. Alors, malheureusement, sur le Google Search Console, tu n'as pas de manière native un filtre qui te permet de filtrer directement sur les positions qui t'intéressent. Du coup, pas de panique. Il y a des méthodes un peu plus techniques, mais moi, je vais te donner une méthode très simple dans les méthodes un peu techniques, juste pour ta culture. Et ça se trouve, là, tu m'en gardes, tu as un niveau plus avancé et tu as déjà ce type d'outils à ta disposition. Mais par exemple, sur Looker Studio, si tu utilises Looker Studio pour monitorer tes perfs, en fait, quand tu crées du coup un rapport connecté sur la Google Search Console, là, tu vas pouvoir mettre en place des filtres sur les positions. Donc ça, du coup, utilise ton Looker Studio si tu l'as en place pour justement filtrer tes pages qui sont positionnées de 5 à 20. Ensuite, si tu as pas Looker Studio, et c'est pas grave si tu as pas Looker Studio, on peut faire autrement. Tu as effectivement les API Google Search Console, l'API Google Search Console, mais là, ça demande un peu plus de technique. Et je ne sais pas si toi, tu as ces ressources-là, soit en interne ou même en ta possession. Mais du coup, il va falloir faire un peu de Python pour interroger cette API et structurer du coup tes données. Mais si tu as ça, bah, du coup, tu peux passer par l'API Google Search Console, pardon, je bégaye, et du coup, créer un filtre pareil sur le fameux 5 à 20. Mais le plus simple, et je vais te le dire, on se prend pas la tête, c'est que tu vas pouvoir exporter. Alors, ce que je te recommande, donc, si je te fais le chemin de navigation, tu vas sur ta Google Search Console, tu cliques sur Performance, tu cliques bien sur une date, enfin une plage de date assez large.
choisis 16 mois. Moi, j'adore choisir 16 mois. Je sais que je n'ai aucun impact sur la saisonnalité et que du coup, j'ai vraiment une vue globale de mes performances et que j'ai assez de data pour en tirer des conclusions et ne pas m'emballer. Par exemple, je le fais que sur 28 jours. Bah ouais, mais ça se trouve, bah, il y a certaines pages qui n'ont pas été visitées sur les 28 derniers jours, mais en fait, elles sont hyper importantes aussi. Enfin, tu vois, tu prends aucun risque. Plus tu as de data et moins tu prends de risques sur les actions, tu as plus de matière pour prendre une décision. Donc, du coup, moi, ce que je te recommande, donc performance, tu choisis ta plage de date de 16 mois et après, tu viens cliquer sur average position pour faire apparaître tes positions. Tu fais exporter et en fait, ça va t'ouvrir, alors je sais pas, soit un Excel, soit un Google Sheet, peu importe. Si, peu importe la solution que tu utilises, tu pourras lire de toute façon l'export sur ce genre d'outil-là. Et là, tu vas avoir ta colonne position et donc là, tu vas pouvoir filtrer directement sur ton fichier de travail. Donc, tu vois, hyper simple, c'est la méthode la plus simple, c'est que tu fais un export. Et en fait, dans une colonne, tu gardes tes URL, dans la deuxième colonne, tu gardes tes positions, et là, tu filtres sur tes positions de 5 à 20. Et donc là, tu vas avoir une liste d'URL. Potentiellement, il y en a peut-être, comme je te le disais, qui ne sont pas ultra stratégiques pour ton business. Donc, sélectionne celles qui sont importantes pour ton business. Et déjà, tu as ta base de travail. Ça veut dire que c'est ces URL-là qu'il va falloir que tu revoies en termes d'optimisation. Donc là, au moins, tu as ta liste. Après, ça se trouve, tu utilises un outil qui s'appelle SEMrush, qui est très connu, un outil SEO qui est très présent dans beaucoup par exemple, de chez nos clients et différentes marques avec qui on bosse. Et tu peux faire aussi ça. Donc, je te montre tout de suite. Donc nous voilà dans SEMrush parce qu'effectivement, je trouvais ça important de vous partager le côté SEMrush parce que je sais que c'est un outil qui est très utilisé et qui représente un petit budget. Et je me dis que bah, tu as envie de rentabiliser ta licence et donc d'avoir aussi la possibilité de voir la méthodo à travers SEMrush. Et tu verras, c'est très très simple parce que là, de manière native, contrairement à Google Search Console où il faut quand même faire cette action d'export et du coup de filtre sur ton export, bah là, c'est hyper simple. Donc, j'ai pris l'exemple de Jouer Club. J'ai rentré le domaine. Je suis allée dans l'encart les meilleurs mots-clés. Et du coup, j'arrive sur la partie organique. Et donc, tu arrives sur ce listing ici. Donc, je me suis mis, tu vois, normalement, tu arrives de manière automatique sur la partie vue d'ensemble. Là, tu te mets sur position. Et donc là, il réfléchit un peu. Il te sort du coup tous tes mots-clés et avec les positions, forcément, avec une URL associée. Et là, en fait, tu te rends compte. Alors moi, je te recommande de te mettre sur organique, parce que c'est vraiment ça, tu as compris le sujet quand même. Et du coup, tu vas te mettre là, tu as un filtre qui s'appelle position. Là, tu as des filtres qui sont déjà préenregistrés pour t'aider à aller plus vite. Mais rappelle-toi, moi j'ai dit combien? Ce qui nous intéresse, c'est de 5 à 20. Donc vraiment dans la plage personnalisée, tu peux mettre exactement la plage qui, toi, t'intéresse. Et donc là, tu fais appliquer. Et donc là, il va te sortir tous les mots-clés avec l'URL associée qui sont positionnés sur le fameux 5 à 20. Et donc, ce que tu peux faire après, c'est effectivement bah, filtrer sur les mots-clés qui ont un volume de recherche intéressant, parce que tu te dis que si tu arrives à améliorer ta position sur ce mot-clé-là, bah, tu vas avoir un gain de trafic beaucoup plus important. Donc, du coup, tu peux faire cette méthode. Et là, du coup, tu vois toutes les URL qui pourraient potentiellement être optimisées. Et donc là, pareil, tu as cette possibilité de exporter. Comme ça, après, tu peux faire ton nettoyage de, bon, bah là, par exemple, c'est une page produit. J'ai pas forcément envie d'optimiser une page produit parce que je sais qu'il y a différentes collections et donc que potentiellement mon produit ne sera plus disponible sur mon site dans quelques mois. Donc, ne te prends pas la tête. Mais par contre, tu vois, là, les pages marques, les pages catégories, bah là, ça peut être intéressant de les booster parce que c'est des pages qui, même dans les e-commerce, ne bougeront jamais parce que potentiellement, c'est ta structure vraiment pour diffuser l'ensemble de ton catalogue. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la démo SEMrush qui, tu vois, de manière très simple, parce qu'il y a ce filtre natif et qu'en plus tu peux personnaliser,
et là, tu peux exporter. Et donc, du coup, ça te fait ton pool d'URL que tu vas venir optimiser. On repasse tout de suite à la présentation. Donc voilà, ça c'était pour la partie identification des mots-clés, non, l'identification des contenus à optimiser. Donc pour rappel, tu as trois typologies à avoir en tête pour construire justement ce listing de pages à optimiser que tu vois juste ici. Tu as vu une méthode pour justement identifier ces pages qui sont en baisse ou en chute. La chute, je te l'ai pas montré en exact, mais tu as compris, c'est exactement les mêmes filtres, mais en comparaison. Fais une comparaison, tu peux le faire sur Google Search Console de manière très facile. Tu peux comparer différentes plages de dates que tu peux personnaliser. N'oublie pas de prendre une plage de date assez large. Et après, du coup, tu vas avoir ton deux colonnes de position et donc celles qui ont le plus gros delta avec toujours le même filtre. Essaie de garder le filtre de 5, 20 même sur les URL qui sont en perte parce qu'au moins tu vas optimiser des pages qui ont eu à l'époque une bonne position et qui sont en train de baisser. Et donc, du coup, ça veut dire que si tu travailles ces pages-là pour renouveler ton contenu, réajuster des choses, corriger des choses qui potentiellement ont induit cette chute, du coup, tu vas récupérer tes très bonnes positions. Donc, avoir de nouveau un gain très important. Donc, du coup, tu as la Google Search Console qui est ta bouée de sauvetage, ton radar dans la nuit. Certes, il n'y a pas la position native comme on l'a vu, mais tu peux le faire avec les exports ou après sur ton fichier Google Sheet ou Excel, tu peux filtrer ce qui te convient. On a aussi vu la petite démo sur SEMrush parce que je sais qu'il est très populaire et que pour rentabiliser sa licence, c'est bien aussi de savoir l'utiliser, notamment pour cette partie optimisation de l'existant. Et donc, tout de suite, on va passer au prochain module qui, je trouve, est d'une stratégie incroyable parce que, justement, ce que je te disais dans le premier module tout à l'heure, c'est qu'on oppose souvent de mais quand est-ce que je dois créer un nouveau contenu ou finalement améliorer mes pages existantes. Et c'est une vraie question ultra stratégique qu'on m'a souvent posée. Et du coup, j'ai construit une méthodologie ultra clair que je te montre tout de suite dans le prochain module. Et voilà, on débute ce nouveau module, cette fameuse battle de est-ce que je dois créer un nouveau contenu ou est-ce que je dois optimiser un contenu qui existe déjà sur mon site. Déjà, le fait que tu te poses la question, je trouve que, en tout cas, j'espère que tu t'es déjà posé la question. Ou là, si tu la découvres, j'espère que tu te dis que c'est pertinent. Parce que je te jure qu'on m'a posé 1 milliard de fois la question. Et si tu te poses la question, c'est que potentiellement, tu vas t'éviter de nombreuses erreurs. Et en plus de ça, je vais t'aider justement à avoir une méthode très claire pour éviter de tomber dans certains pièges SEO. Et on le sait, ils sont nombreux. Et quand je te disais que la Google Search Console, c'est ton radar dans la nuit, ta bouée de sauvetage, c'est que tu ne peux pas faire de SEO sur un site si tu n'as pas de Google Search Console parce qu'en fait, elle t'aide sur plein de choses et elle t'aide à répondre à des questions ultra stratégiques comme là, je viens de te poser. Est-ce qu'on crée un nouveau contenu ou est-ce qu'on optimise déjà une page existante? Bon, du coup, tu me suis. Je te refais une démo sur la Google Search Console. Nous revoilà donc dans la Google Search Console. J'ai pris un peu un site exemple. Les chiffres sont faux, donc ne vous y attachez pas. Il n'y a pas de potin à avoir, je vous le jure. Mais du coup, je trouvais que c'était un super moyen de vous montrer comment la Google Search Console peut vous aider à trouver la réponse sur est-ce que je dois créer un nouveau contenu ou optimiser ce qu'il y a déjà sur mon site. L'exemple que je vais te donner est assez grossier, c'est-à-dire que ça te paraît évident, mais je vais te dire potentiellement les subtilités qu'il peut y avoir. Mais au moins, tu auras la méthode. Donc, tu te mets effectivement, comme tout à l'heure, sur la partie performance. Tu me choisis une plage de date large. Moi, je prends 16 mois. Je ne prends aucun risque parce que je sais que du coup, ma data ne sera pas, bah, comment dire, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne sera pas induite par de la saisonnalité et que du coup, j'ai assez de data pour prendre mes décisions sans risque. Du coup, on prend le 16 mois
Et en fait, si tu te poses la question de est-ce que tu dois créer un nouveau contenu ou optimiser, c'est que tu as une idée sur le mot-clé sur lequel tu veux te positionner. Par exemple, te dire, bah, j'aimerais bien que mon site soit positionné sur, je te donne un exemple, logiciel de prospection téléphonique, par exemple. Du coup, tu vas dire, bon, bah, je vais créer une page vraiment sur mon logiciel de prospection téléphonique. Mais potentiellement, bah, en fait, il y a déjà des pages qui se positionnent sur ça et tu vas ne faire que accentuer une certaine cannibalisation. Et du coup, avant de partir bille en tête, check bien si il n'y a pas d'autres pages qui se positionnent sur ça. Et ça se trouve, tu vas te dire, bah oui, mais elle ne devrait pas se positionner sur ça. Mais génial, parce que du coup, tu vas réoptimiser tes pages qui se positionnent sur ce mot-clé qui n'est pas stratégie vers le mot-clé qui te semble stratégique sur ces pages. J'espère que tu me suis. Donc du coup, en fait, une question, une vérif peut amener à plusieurs chantiers stratégiques en SEO. Et c'est là où du coup, tu vas avoir une roadmap hyper importante parce que une réflexion en emmène à une autre, une analyse en emmène à une autre. Et du coup, tu te retrouves avec une roadmap ultra stratégique qui est vraiment posée sur les bonnes questions en termes de stratégie SEO. Donc là, si on revient à mon sujet de OK, tu as envie de te positionner sur un mot-clé en particulier, avant de prendre ta décision, tu checkes dans la Google Search Console. Voilà. Ça déjà, c'est la première routine que tu dois adopter. Donc du coup, tu vas dans ta Google Search Console, tu vas dans ton rapport de performance, tu me choisis la plage de 16 mois et là, tu ajoutes un filtre vu que toi, ton chemin de pensée, c'est sur la requête. Donc du coup, tu vas te mettre sur la requête, sur le filtre requête. Tu ne prends pas requête contenant, prends requête exacte parce que tu veux être précis et toi, la question que tu te poses, c'est le positionnement sur une requête précise. Donc du coup, par exemple, on veut se positionner sur, tu te dis, ah bah tiens, j'aimerais bien améliorer ma position sur le mot-clé moto électrique 125, je crois que j'ai choisi comme exemple. Voilà, 125 chevaux. Donc je rentre ce mot-clé-là. Je me dis, il faut vraiment que je m'améliore là-dessus. Tu fais appliquer. Et là, du coup, tu te choisis bien le rapport page et tu vas avoir toutes les URL qui se positionnent sur ce mot-clé-là. Tu fais bien apparaître du coup tes clics, tes impressions et tes positions de manière hyper simple, hein. Il suffit juste de cliquer ici, tu vois, là ça a disparu. Et pour les faire réapparaître, tu recliques ici. Donc, je veux bien que tu gardes ça pour avoir de la matière en termes de KPI, toujours pour prendre des décisions. Et en fait, tu te rends compte que bah, ta page catégorie, qui donc là en plus en termes de structure, il n'y a pas mieux d'URL, catégorie de produits, tu as une première catégorie qui s'appelle moto électrique et après tu as une sous-catégorie qui s'appelle déjà moto électrique 125 chevaux. Du coup, je sais pas, à vrai dire, si on dit chevaux ou cylindrique. Je sais pas. Je suis pas une experte sur le sujet. Vous me direz dans les commentaires si je me suis pas plantée. Mais tu as compris l'idée, ça va pas. Mon expertise sur le coup, sur le secteur, ne va pas changer grand-chose. Mais donc, du coup, tu te rends compte qu'en fait, ce ciblage de mots-clés, bah, en fait, est déjà pris par ta catégorie. Donc, ne me crée pas un autre contenu qui va cibler ce même mot-clé, parce qu'en fait, c'est ta catégorie qui déjà répond à ça. C'est elle qui a le plus de clics, et en vrai, c'est hyper logique. On est d'accord, c'est logique que sur ton mot-clé moto électrique 125 chevaux, je vais continuer sur le chevaux alors que ça se trouve, c'est pas bon, 125 chevaux, ça soit ta catégorie de produits. Donc ça, c'est clean. Après, on se rend compte qu'il n'y a que 10 clics, c'est pas beaucoup. On a une position qui est pas trop mal, mais potentiellement, tu vois, ce que je te disais, c'est que là, tu te rends compte de ça et tu te dis, ouais, je vais peut-être quand même un peu améliorer son positionnement parce que bah, j'avais envie de créer en tout cas un contenu sur la moto électrique 125 chevaux parce que potentiellement, j'avais pas l'impression d'être très visible dessus. Bon, ok, j'ai une page qui existe déjà, c'est ma page catégorie. Bah, du coup, il y a peut-être de l'optimisation à travers cette page-là à faire. Ne me crée pas un nouveau contenu parce que sinon, tu vas cannibaliser du coup cette page-là et le seul risque, c'est qu'elle dégringole dans les pages de résultats.
Et là, tu vas te dire, bah ouais, mais regarde, Kate, il n'y a pas que cette page, visiblement, qui est positionnée sur ce mot-clé-là. Tu as tout à fait raison. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle se cannibalise. En fait, de manière assez générale, Google Search Console ne va jamais te donner qu'une seule page sur un seul mot-clé. C'est assez rare. Mais tu vas te rendre compte, en fait, qu'il y a toujours une page qui fait particulièrement des perfs et que les autres, bah, c'est parce qu'elles sont un peu connectées, mais en fait, elles sont très mal positionnées. C'est juste que ça fait partie un peu du champ sémantique que Google a envisagé autour de cette URL-là, mais ça n'en fait pas ton mot-clé prioritaire. Donc, don't panic. Tu ne t'occupes pas des autres. Tu vois bien qu'en plus, bah, là, pour le coup, tout est à zéro. Encore une fois, c'est un peu un truc test. Donc, là, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de cannibalisation. Au vu du nombre de clics, ça prend pas de perf. Mais si tu as des clics, t'inquiète pas, panique pas. Si moi, je veux que tu aies cette configuration de tu as toujours une URL qui vraiment surperforme par rapport aux autres. Si c'est ce schéma-là, panique pas, il n'y a pas de cannibalisation. On ne peut pas parler de cannibalisation. Si tu vois que c'est un peu plus fouillis, que tout le monde fait à peu près les mêmes clics, que tout est assez vraiment moyen, la panique, c'est un problème de cannibalisation. Mais là, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, tu as ta réponse à la question. Tu ne me crées pas d'autres contenus sur, en tout cas en ciblant ce mot-clé très précis de la moto électrique 125 mètres cubes. Ah, c'est mètres cubes? Peut-être, je sais pas. Centimètres cubes? Bah oui, tu sais pas lire les... c'est peut-être centimètres cubes qu'on dit dans la moto. Très bien. Mais du coup, tu peux peut-être aller chercher d'autres sujets sur la moto électrique 125 cm3, comme comment réparer, comment recharger sa batterie d'une moto, nan, nan, à travers un article de blog. Et là, pareil, avant de partir bille en tête, moi, ce que je te conseille, c'est qu'effectivement, check quand même dans ta Google Search Console si tu n'as pas déjà un contenu, si tu as une belle animation sur le blog, si tu n'as pas déjà un contenu en fait qui se positionne dessus. Et peut-être qu'il se positionne un peu mal et que ça vaut peut-être le coup juste de le réoptimiser autour de ce mot-clé-là. Est-ce que c'est clair pour toi? J'espère que c'est clair pour toi en termes de méthodologie de est-ce que je dois créer ou optimiser un nouveau contenu. On repasse sur la présentation. Donc là, tu as bien vu que avant de vouloir créer un nouveau contenu, le mot-clé que tu souhaites cibler, tu le checkes dans ta Google Search Console, tu regardes les pages et tu vois si finalement tu n'as pas déjà une page qui commence à faire des clics dessus et qui mériterait qu'on la booste un peu en termes de visibilité, ou tout est au vert. Non, tu n'as pas de page vraiment qui répond à cette requête-là. Et du coup, tout est très très faible, par exemple sur ce listing de pages. Et du coup, bah là, ça peut être intéressant de créer du coup un nouveau contenu. Mais attention, parce qu'il y a des pièges. Il y a toujours des pièges et mon but, c'est de te partager tous les pièges. C'est que ça se trouve, tu vas te dire, ah bon, bah super, cette URL-là, ok, elle me semble pertinente sur le mot-clé que je souhaite retravailler. Et voilà. Et du coup, tu vas tout optimiser autour de ce mot-clé-là que tu avais en tête à travers cette URL-là. Mais ça se trouve, cette URL que tu as choisie, elle se positionnait extrêmement bien sur un autre mot-clé et tu vas tout péter. Donc en fait, c'est attention à la désoptimisation. Donc en fait, quand tu choisis la fameuse URL, tu cliques sur l'URL dans la Google Search Console et tu regardes les autres mots-clés sur lesquels elle se positionne. Et si tu vois qu'il y a un autre mot-clé qui lui fait des tonnes de clics, surtout n'y touche pas, parce que ça veut dire que c'est une très belle entrée d'un point de vue SEO. Donc, tu as compris les étapes? Si je te les répète. Donc du coup, tu souhaites travailler la visibilité de ton site sur un mot-clé que tu as en tête. Ce mot-clé-là, tu le rends dans la Google Search Console à travers les filtres requêtes. Tu mets bien requête exacte, tu rentres ce mot-clé-là et là, tu vas regarder toutes les pages qui se positionnent sur ce mot-clé-là. Potentiellement, tu vas avoir des choses pas du tout pertinentes où tu vas avoir un listing de pages qui, franchement, sont très éloigné de ta requête, qui font très très peu de clics, voire inexistants, et des positionnements inexistants aussi. Bah là, pars sur une création, parce que ça veut dire que Google, de toute façon, n'a pas identifié vraiment de page qui répond à cette requête-là. Tout le listing, en fait, qu'il te montre, c'est des pages qui
enfin, aborde ce sujet de manière très, très éloignée et qui sinon dans un champ sémantique très éloigné. Donc ça veut dire go la création. Après, tu as l'autre configuration, je te le répète, c'est tu vois qu'il y a une page qui performe sur ce mot-clé-là particulièrement, qui a un positionnement, certes qui pourrait être potentiellement à améliorer, mais tu vois que ça fait des clics. Et toutes les autres listings, tu vois que c'est un peu nul. Et bah, go, si ça te semble en plus pertinent d'un point de vue business, sémantique, sujet abordé, en fait, c'est cette page-là que tu dois améliorer sur le mot-clé que tu avais en tête. Mais avant de partir sur cette optimisation, tu cliques sur cette fameuse URL que tu as sélectionnée et tu regardes qu'elle ne fasse pas des performances extrêmement fortes sur un autre mot-clé, parce que sinon tu risques de désoptimiser une page. Et donc si tu vois que bah, finalement elle fait grave des performances sur un autre mot-clé, ça veut dire que tu as aussi ta réponse, c'est qu'il faut créer du coup une nouvelle page pour le mot-clé initialement que tu avais en tête, parce que visiblement, il n'y a aucune autre page qui fasse réellement des perfs, ou en tout cas qui soit vraiment identifiée comme pertinent autour de ce mot-clé-là. Donc, j'espère que du coup, désormais, tu peux mieux répondre à la fameuse question de quand est-ce que je dois créer une nouvelle page ou optimiser une nouvelle page. Et là, on part sur le prochain module qui est mettre en œuvre une optimisation efficace. On continue toujours la partie très opérationnelle. Tu me suis? Bienvenue du coup dans ce nouveau module. Maintenant qu'on a compris les gains qu'il y avait à attendre de l'optimisation de l'existant et combien c'est important à prioriser dans sa stratégie SEO au global, que on a appris à identifier du coup les URL qui méritent d'être optimisées et les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Bah, concrètement maintenant, comment finalement on optimise une page et pareil, j'ai des règles très précises sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer. Pour moi, il y a 4 étapes. Tout à l'heure, il y avait 3 typologies de pages. Là, il y a 4 étapes pour avoir des résultats lors d'une optimisation d'une page existante. Et je t'ai même mis des niveaux. Pourquoi je t'ai mis des niveaux? Parce que pour se rendre compte déjà du taux d'effort et potentiellement ce qui est un peu difficile, bah, tu vas peut-être pas pouvoir le faire tout de suite. Mais alors, bonne nouvelle, en fait, ces étapes, tu n'es pas obligé de faire tout d'un coup. Tu peux les faire au fur et à mesure. C'est pas grave si dans un premier temps, tu ne fais que l'étape 1, puis tu mets en ligne, puis une semaine après, tu fais l'étape 2, puis tu mets en ligne. Ce n'est absolument pas grave. Alors, c'est peut-être plus difficile pour toi d'organiser ton travail, mais en tout cas, si à un bout d'un moment, par des contraintes de planning, de timing et tout ça, tu peux pas faire les 4 étapes d'un coup, ne panique pas. Pour le coup, je t'assure que d'un point de vue performance SEO, ça ne sera pas impactant. Donc du coup, première étape, niveau facile, tu vas d'abord retravailler la title et le H1. Et en bonus, la métadescription. Car rappelons-le, la métadescription n'est pas réellement impactante au niveau du SEO, au niveau algorithmique. Mais déjà, tu vas me retravailler ton title et ton H1. Donc, tu vas m'insérer ton fameux mot-clé, voir si tu peux pas sémantiquement, rajouter du mot-clé secondaire aussi pour accentuer ce champ sémantique que tu veux absolument travailler. Et ça va avoir déjà un impact de dingue. Parce que peut-être que tu dis, ouais, facile, effectivement facile de changer un title et un H1, c'est jamais très compliqué, il y a assez peu de caractères, c'est facile généralement dans les CMS de changer ça. Et ce qui est fou, c'est que l'impact est encore aujourd'hui très important. Donc niveau facile, c'est pour ça que je te le mets en étape 1. Tu me changes le title et le H1 parce que je sais qu'il va y avoir un impact. Étape numéro 2, de manière très claire. Tu vas modifier tes titres de paragraphes. Tu vas me les retravailler. Tu vois, tes titres de paragraphes, c'est des espaces. Stratégie, généralement, ils sont balisés en H2 et en H3. Si tu ne sais pas pourquoi c'est stratégique, je t'emmène sur la formation la puissance des bons mots-clés parce que j'en parle et du coup, tu comprendras pourquoi je te dis ça. Donc, change-moi tes titres de paragraphe. C'est ça qui va avoir de l'impact. Ensuite, tu vas me changer ton premier paragraphe. Tu vois, ce qui est en haut, ce que tu peux appeler aussi un chapeau. Tu vas me modifier ça. Tu vas me le réécrire parce que c'est en haut de page et du coup, ça va avoir de l'importance pour Google. Donc, si tu arrives à modifier ça, tu vas avoir de l'impact et du coup des résultats. Et ensuite, tu vas me faire de l'enrichissement. Donc, tu vas au moins me rajouter
un paragraphe. Parce que pour que ça soit un peu bah, probant, du coup, cette optimisation de contenu, rajoute-moi du paragraphe. Rajoute-moi du contenu, rajoute-moi des informations, peut-être sur une nouvelle tendance, une nouvelle question précise, tu vas me rajouter un paragraphe. Ensuite, étape un peu plus difficile, clairement difficile. Tu vas rajouter des éléments dans ton article. Tu vas potentiellement me rajouter une FAQ. C'est une manière assez simple, entre guillemets, d'enrichir ton contenu. Et on sait que de plus en plus, les internautes se posent des questions et expriment leurs requêtes sous forme de questions. Donc du coup, hyper en adéquation généralement avec les intentions de recherche. À revérifier, mais ça, c'est un autre sujet. Tu vas rajouter des FAQ. Tu vas me rajouter des CTA potentiellement. Tu as besoin, sur un article de blog, de vendre un service. Le but, c'est de faire découvrir peut-être une collection, de faire découvrir ton service, de faire remplir un formulaire. Donc n'oublie pas au fil de ta page d'inciter à l'action. Parce que c'est aussi répondre à une certaine intention. Ça se trouve, la requête était très informationnelle, mais finalement, au cours de sa lecture, ça devient un peu hybride et il a envie de passer à l'action. Donc pareil, et d'un point de vue conversion, growth hacking, c'est très bien d'avoir des CTA, notamment sur des contenus informationnels. Ajoute-moi des chiffres. Pourquoi je veux que tu ajoutes des chiffres? Parce que ça appuie le fait que ton contenu est actuel. Et tu peux rajouter même des sources externes. N'aie pas peur de rajouter des sources externes, des liens donc vers d'autres sites, mais d'autorité. Tu vois, les sites gouvernementaux, de santé qui sont très bien reconnus, ça appuiera la véracité de tes propos et du coup Google se dira ah ouais, ce contenu, on peut lui faire confiance parce qu'en plus il cite ses sources, il n'y a rien de opaque. Et ensuite, tu vas me rajouter des visuels. On sait que de plus en plus, la recherche est visuelle et du coup de proposer un contenu peu importe, même sur les pages catégories de produits, par exemple, j'ai un client qui vend des chaussures, et ben il n'a pas hésité, même sur des catégories de produits, de donner des informations au niveau visuel, notamment avec la mesure du pied, la semelle, tu vois, de mettre en exergue certaines mesures, l'épaisseur de la semelle d'une certaine collection de chaussures. Donc, joue-moi sur la partie visuelle. De plus en plus, les gens ont besoin de visuels pour prendre leurs décisions et de plus en plus, Google apprécie le contenu qui est multiformat. Donc, tu vas me rajouter des visuels. Étape. Et tu vois, quatrième étape, on revient sur quelque chose de facile parce que c'est bien de terminer sur quelque chose de facile et de faire ah, c'est bon, facile, je termine mon parcours, c'est plus léger, c'est plus sympa. C'est le maillage interne. Une fois que tu as fait tout ça, que tu as bien optimisé sur ces points hyper stratégiques que je viens de te citer, tu n'oublies pas de faire des liens entre tes pages de site parce que ça crée du cocon, ça crée de la navigation interne et ça crée du contexte sémantique. Donc n'oublie pas ton maillage interne. Voilà. Et si tu fais ça, ces quatre étapes-là, ça s'appelle faire une très bonne optimisation de son contenu existant. Et là-dessus, je te jure que tu vas avoir du boost de performance. Donc, tu vois, tu as des règles très simples. Bien sûr, tu peux partir plus loin, mais si déjà tu fais ça, je te jure que tu auras des résultats et au moins, tu as une feuille de route à suivre. Mais pour que ça soit encore plus concret pour toi, je vais te montrer des exemples de ce qu'on a fait, notamment en termes d'optimisation. Je te montre tout de suite pour que ça soit plus contextualisé. Donc, comme je te le disais, le but vraiment, c'est que tu vois comment ça se matérialise finalement cette partie très opérationnelle de l'optimisation de l'existant. Donc, je t'ai choisi trois sites, pardon, un e-commerce et deux autres plutôt dans le B2B, donc plutôt la génération de leads, et un B2B qui est plutôt génération de leads, certes, mais aussi qui se veut un peu e-commerce parce que chacun de leurs services ou produits se matérialise comme un catalogue e-commerce. Donc comme ça, je t'ai choisi trois typologies et surtout bah, trois actions qu'on a menées différentes. Donc, premier exemple, c'est celui-ci, celui que tu vois à l'écran, c'est le site La Lumière. Et donc là, c'est l'optimisation de pages catégories. Donc ce qu'on a fait, c'est d'ajouter, au départ ça ne l'était pas du tout, mais d'ajouter justement un paragraphe en haut de la page. Comme je te le disais tout à l'heure, rappelle-toi les étapes essentielles à l'optimisation de l'existant. Il y avait ce fameux premier paragraphe, le texte
en haut de page qu'il faut absolument optimiser d'un point de vue SEO. Donc à la base, je crois qu'il y avait une toute petite phrase. Et donc là, on l'a mieux travaillé d'un point de vue SEO. Alors comment ça se matérialise? Donc on est sur une page rubrique spot, donc qui vend tous les produits spot de lumière. Et donc on va intégrer de manière très simple le terme en lui-même, mais aussi son champ sémantique lié, comme les spots design, les spots LED, les spots muraux, les spots encastrables qu'on a agrémentés dans notre contenu. Et on a également, comme tu peux le voir ici, travaillé le maillage interne. Rappelle-toi, c'était l'une des étapes indispensables de l'optimisation de l'existant. Et c'est là où on fait un bon travail SEO. C'est qu'en plus d'enrichir de mots-clés et même d'enrichir de contenu tout court, on met du maillage interne, mais du maillage interne intelligent. C'est-à-dire que là, on est sur la partie produit spot, donc la rubrique spot. Listing produit, c'est ça le terme que je cherchais. Et donc, bah, on a maillé à la page au-dessus, en fait, sa page mère, qui est bah, tous les luminaires d'intérieur, parce que les spots, là, pour le coup, font mention des luminaires d'intérieur. Donc, comme ça, on garde un vrai cocon. Donc, d'abord la page au-dessus, donc les luminaires d'intérieur, et ensuite les pages filles. Donc, par exemple, spot de chambre. Donc, ça, très spécifique. Donc, on reste dans OK, je suis dans le luminaire d'intérieur et OK, je reste sur le même champ lexical qui est le spot et du coup, je vais découvrir d'autres caractéristiques produits. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, donc là, je passe, c'est tout le listing produit, toutes les offres du catalogue et en fait, en bas de page, on a aussi enrichi le contenu. Donc, on a rajouté des paragraphes. Alors, c'est pas des FAQ à proprement parler, c'est juste que le contenu, on l'a tourné en mode question parce que pour le coup, il y avait énormément de questions autour bah, du luminaire d'intérieur. Donc, on a voulu un contenu qui se veut informationnel et qui répond à ces différentes questions. Donc, comme tu le vois ici. Donc, tu vois, de manière très simple, enrichissement plutôt en haut de page, maillage interne, on utilise les bons mots-clés, on aussi finalement s'adapte au comportement des internautes qui, pour le coup, quand on faisait toute l'identification de mots-clés, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de questions. Donc on l'a tourné comme ça, le contenu. Deuxième exemple d'optimisation de contenu, et c'est un exemple très spécifique que je voulais te montrer là, c'est l'exemple des tops. En fait, les tops, comme les tops, alors là, en l'occurrence, c'est les tops musiques de pub, mais tu peux avoir les tops logiciels sur un secteur, les tops marques pour un secteur aussi très spécifique. Et en fait, les tops, faut pas se dire qu'une fois que c'est fait, basta cosy, c'est en ligne, on s'en occupe plus. En fait, les tops ont souvent tendance à un bout d'un moment chuter parce qu'ils ne sont plus actuels et qu'ils ne font plus mention de contenu actuel. Et en l'occurrence, là, on a utilisé la méthode d'identification des contenus à optimiser avec la chute. En fait, c'est une page à la base qui chutait. Et donc, du coup, on l'avait mis dans notre listing en faisant le comparatif du positionnement, comme je vous en ai parlé sur les précédents modules. On s'est rendu compte que ça baissait. Et en fait, très rapidement, en re-regardant le listing, on s'est rendu compte que c'est potentiellement parce que les contenus n'étaient plus très actuels. Et donc, on a enrichi le top. Vous voyez ici, c'est vraiment un top, hein. C'est-à-dire que chaque paragraphe est une proposition de musique de pub. En fait, on l'a enrichi des musiques qui étaient particulièrement cherchées ces derniers mois. Et ce qui fait que du coup, la page très rapidement a repris la visibilité qu'elle avait avant cette chute. Donc c'est vraiment hyper important quand vous êtes sur de la création de contenu très lié à de l'actualité chaude quelque part ou de très fortes tendances. N'oubliez pas de mettre à jour régulièrement vos tops parce que forcément, à un bout d'un moment, vous allez être pénalisé et vous allez voir une chute. Mais vu que vous savez quelle typologie de page identifier pour l'optimisation de l'existant, vous savez que les chutes, il faut que vous soyez alerte et que potentiellement, il y aura des optis à prévoir. Troisième exemple que je voulais vous montrer. Donc là, on est sur un article de blog pardon, somme toute assez classique, qui fait référence au secteur du B2B, donc sur de la prospection. Et pour le coup, c'est un article pareil qui avait du mal à percer. Donc au-delà du fait de retravailler justement le H1 en mode question
très lié aux requêtes et à l'identification des mots-clés qu'on avait vus. On a rajouté des informations un peu plus précises qui étaient liées à l'identification justement des différentes requêtes. On a également rajouté, bah, comme vous voyez ici, des CTA pour encourager bah, finalement le parcours de recherche de l'internaute de OK, tu lis de l'informationnel, mais ça se trouve, en lisant l'informationnel, tu vas vouloir passer à l'action et en savoir plus. Donc, il y a cette possibilité-là. Et en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est forcément des boutons qui, d'un point de vue business, sont hyper intéressants. Et en plus de ça, donc vous avez vu très listing, vous avez vu les étapes aussi, c'est une façon de structurer son contenu qui est hyper intéressante. Mais on a également, là c'est un exemple, intégré directement bah, des images au contenu. Donc c'est nous pour le coup qui avons créé, parce que nous avons un studio de création de contenu à la fois textuel et visuel. Et donc on a intégré ce type de contenu-là directement dans cet article de blog pour permettre à l'internaute de visualiser l'information de manière différente et pas forcément juste à la lecture d'un texte. Et ça, pour le coup, pareil, les résultats ont été présents. En retouchant un peu le texte avec les règles que je vous ai données tout à l'heure et en intégrant ce type de visuel-là, très, très tendance finalement dans le secteur, pardon, dans le secteur du B2B, le côté un peu infographie, schéma, entonnoir, ça marche extrêmement bien et ça répond aux différents codes qu'on peut y voir en termes de lignes édito. Donc voilà pour les trois exemples. J'espère que du coup, ça, pour toi, ça contextualise un petit peu plus les étapes dont on s'est parlé tout à l'heure. Et on revient à la présentation, surtout pour le prochain module. Je t'invite à passer à la next step. J'ai démarré la formation en parlant justement des différents gains que tu vas avoir à mettre en place vraiment cette stratégie d'optimisation de l'existant et de pas partir bill en tête, genre je suis sur une nouvelle page blanche et du coup je réinvente la roue alors que finalement j'ai de l'or entre entre les mains de ce qui existe déjà sur mon site. Et du coup, je vais là te reparler de performance parce que si je suis capable de dire que ça va te rapporter des résultats, et tu l'as vu tout à l'heure avec le chiffre que je t'ai montré, c'est qu'il faut absolument piloter ces résultats. Et encore une fois, moi je le dis tout le temps, le SEO, c'est un levier d'acquisition, c'est un levier de performance. Donc il est hyper important que, en tant qu'expert, ou toi si tu travailles sur une marque, peu importe, bah, tu saches montrer ce que apporte le SEO. Et du coup, pareil sur cette partie optimisation, qui potentiellement peut prendre de la place dans ta roadmap SEO si tu as beaucoup de pages à optimiser. Et franchement, il faut qu'elles prennent de la place dans la roadmap parce que c'est hautement stratégique et je te l'ai expliqué en début de formation. Du coup, il faut passer du temps parce que vraiment le gain va être énorme entre, même si tu y passes beaucoup de temps, mais par rapport au gap que tu vas avoir de résultats, je te jure que ça vaut le coup. Mais du coup, il faut piloter ces performances. Donc, je voulais absolument qu'on en reparle là. Et en fait, nous, ce qu'on fait et ce que je te préconise, c'est, alors nous, on est très Looker Studio, mais après, en vrai, et là, c'est un exemple que je te donne pour que tu aies l'image de ce que moi, je te préconise de faire, c'est que il faut que tu te listes, donc que tu aies cette rigueur de te lister toutes les pages que tu as optimisées, toutes les URL que tu as optimisées avec la date d'intégration du nouveau contenu, à partir du moment où tu as injecté le nouveau contenu et ton optimisation. Donc là, c'est ce que tu vois là. Et après, la base, après, tu pourras rajouter de la Google Analytics si tu veux aussi le nombre de sessions, mais au moins la base, tu as compris que j'étais fan de Google Search Console. Il faut que tu mettes les KPI liés à la Google Search Console, donc que ce soit les impressions et les clics. Là, dans le Looker Studio que tu vois là, l'exemple ici, c'est la comparaison par rapport au mois précédent, parce que moi j'aime bien quand même comparer l'évolution des performances. Tu constateras que c'est dans le vert, car certes c'est un extrait, mais c'est un extrait qu'on a vraiment bossé. Donc du coup, pardon, et excuse-moi, et autre KPI de la Google Search Console aussi, la position moyenne qui me paraît indispensable. Donc vraiment, faut que tu aies cette rigueur de te lister toutes les pages que tu as optimisées avec une indication de la date, parce que potentiellement, on le verra juste après en termes de routine, bah, il y a peut-être des contenus où tu pourrais te mettre des alertes de dans 6 mois, je dois faire une repasse. Tu te rappelles sur les tops ou même ou dans un an.
Tu vois, tu peux te mettre. Donc, il faut vraiment que tu aies cette idée d'actualisation et de date. Et que tu te rendes compte si est-ce que l'optimisation que j'ai faite là, par exemple, si j'ai fait que les 2 premières étapes, tu te rappelles des 4 étapes indispensables de l'optimisation, bah, j'ai pas eu le temps et là, je sais pas si j'aurai le temps de faire les 2 autres. Bah, au moins, tu te dises, bah, ok, là, j'ai fait la première étape. Est-ce que ça apporte ses fruits ou faut vraiment que je fasse les 2 étapes suivantes? Enfin, tu vois, faut vraiment que tu aies une notion de date, c'est ultra important. Donc, pas vraiment pas d'excuses. Tu me suis les performances, que ce soit dans un Looker Studio ou un simple Google Sheets. Ça nécessite vraiment un listing particulier. Et au-delà, effectivement, d'être hyper vigilant aux performances des pages que tu as décidé d'optimiser, donc je t'ai donné les KPI clés, selon moi, c'est aussi t'aider à lire et interpréter les performances autour des pages que tu vas optimiser. En fait, moi, j'ai remarqué plusieurs choses dont je voulais te parler et ça va peut-être t'aider à ne pas t'inquiéter potentiellement ou à mieux lire les performances autour de ces pages optimisées. Déjà, tu vas remarquer que ton trafic il risque de baisser. En fait, quand tu vas proposer un nouveau contenu sur ces pages-là, ça va créer une sorte de fluctuation. Donc, on va avoir des performances un peu volatiles. Et donc, du coup, il va être un peu instable. Donc, sa première réaction, c'est potentiellement que ça va baisser. Alors, déjà que c'était une page qui était potentiellement en chute, parce que rappelle-toi, c'est les typologies de pages que je t'ai dit d'optimiser, bah, tu vas peut-être revoir encore une petite chute. Et puis, après, ça va réaugmenter fort, puis rebaisser. Tu vas avoir une certaine instabilité. Et bah, surtout, ne t'inquiète pas parce que c'est un comportement qui peut être assez commun parce que bah, Google a bien identifié qu'il y avait un nouveau contenu. Il a du mal encore à le positionner sur la pertinence dans ses pages de résultats, mais à un bout d'un moment, tu vas voir que ça va se stabiliser. Et moi, c'est pour ça que ce que je préconise, c'est que il faut attendre au moins un mois avant de tirer des conclusions sur bah, la pertinence ou non de mon optimisation de l'existant et de se dire est-ce que j'ai poussé le curseur assez loin? Est-ce que j'ai vraiment fait toutes les étapes de la formation que je viens de voir? Ou est-ce que bah, peut-être que j'ai pas bien fait les choses et il faut peut-être que je sois un peu plus rigoureux. Mais tout ça, ne panique pas avant un mois et encore une fois, tu risques effectivement de voir une certaine instabilité au niveau des contenus que tu viens d'optimiser. Donc, on panique pas, vraiment pas. Alors, sur ce prochain module qui suit juste après, tu as vu combien c'était stratégique d'insérer dans sa roadmap SEO toute la partie optimisation et toutes les typologies de pages que on pouvait intégrer dans cette partie optimisation qui nous rapporte vraiment des résultats. Moi, je vais te montrer comment je l'insère dans ma routine. Déjà, tu as compris, ça va prendre de la place parce que j'estime que c'est tellement stratégique que je vais bien me focus dessus. Donc, on se rejoint juste après. L'un de mes modules préférés parce que j'adore l'organisation. J'aime bien que tout soit très cadré, structuré, parce que j'ai l'habitude de dire que la réussite d'un projet SEO, c'est surtout la manière dont on va le gérer et l'organiser. Et du coup, bah, je voulais être hyper transparente avec toi de comment toute cette partie très finalement spécifique au SEO, bah, je l'intègre dans une roadmap SEO et comment j'organise mon travail à ce niveau-là. Donc déjà, tu vois les 3 typologies de pages que je vais particulièrement analyser dans mes contenus existants que je vais vouloir optimiser, c'est tous les trimestres. Ma routine, c'est que tous les trimestres, je vais aller chercher toutes les pages qui ont une bonne position mais qui n'ont pas de clics. Je vais aller chercher toutes celles qui traînent. Tu vois, tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? J'entends pas. Est-ce que tu te rappelles de cet écart du 5-20, toutes celles qui sont classées entre 5 et 20 et que ça se trouve, j'ai pas embarqué dans mon premier lot d'optimisation. Je vais aller les identifier tous les trimestres et pareil, celles qui sont en chute, je vais faire ce gros travail d'optimisation. Donc vraiment, tous les trimestres, moi je te le dis, dans mon planning, quand je suis mes clients, j'ai alerte optimisation de l'existant avec ces 3 typologies que je vais absolument analyser. Je trouve que c'est tous les trimestres, c'est suffisant, même pour les gros sites, parce que ça permet d'avoir assez de recul aussi sur
le pilotage des performances de l'optimisation que j'ai déjà faite précédemment. Rappelle-toi, je vais avoir des positions assez volatiles au début, je vais avoir un mois avec de la stabilité. Donc, tu vois, ça me permet d'avoir assez de recul sur mes performances pour pouvoir prendre de nouvelles décisions si finalement des URL que j'ai déjà travaillées se retrouvent dans ces différentes typologies qui sont affichées là. Et potentiellement, du coup, aller pousser plus loin le curseur de l'optimisation si j'ai pas tout coché dans les étapes que je t'ai également montrées. Donc, je trouve que tous les trimestres, c'est un très bon rythme et ça me permet d'avoir une roadmap bien dynamique pour l'ensemble de l'année sur ma stratégie SEO. Et ensuite, moi, j'aime beaucoup, c'est les plannings édito. Donc, je ne sais pas si tu as déjà un planning édito. Là, t'envoies un exemple où également j'intègre toute ma partie optimisation. Donc, on voit que dans la première colonne, il y a des URL qui existent déjà. Donc, ça veut dire qu'on travaille bien sur de l'existant. J'ai mon mot-clé prioritaire à cibler. Alors, je le rappelle quand même, hein, je ne préconise pas qu'une page, ça soit un mot-clé. C'est généralement un champ sémantique. Mais dans mon champ sémantique, j'ai toujours un mot-clé prioritaire et des mots-clés secondaires. Donc là, je fais juste apparaître le mot-clé prioritaire pour alléger un peu le document. Et ce mot-clé prioritaire, il y a forcément le volume de recherche. Ça m'aide à prioriser ma production et mon optimisation de quelle page a potentiellement le plus de potentiel. Et du coup, je vais le favoriser. Si j'ai un timing assez short, je vais forcément favoriser ce style de page-là. Et moi, ce que j'adore, donc URL du doc, c'est que potentiellement, on le verra juste après, mais pour montrer tes optimisations ou tes créations, tu utilises différents formats. Donc, au moins, je mets les URL pour que ça soit directement accessible et aussi le nombre de mots pour me rendre compte de la quantité potentielle à intégrer. Et j'adore la dernière colonne, c'est le contexte stratégique de pourquoi cette URL s'est retrouvée dans mon planning édito. Et tu vois, là, j'étais dans l'opti de blog. Donc, en plus, dans mes optimisations de l'existant, je vais catégoriser quel type de contenu je suis partie optimiser. Donc, même le blog, franchement, il faut faire de l'optimisation de l'existant. Hein, on l'a vu tout à l'heure avec les exemples que je vous ai donnés. Mais c'est pas que forcément, par exemple, si tu es sur un e-commerçant, que le catalogue produit ou encore que les pages services de mon secteur, de mon client B2B. Donc, du coup, j'adore rajouter ces petites étiquettes de contexte stratégique, ce qui me permet, à un moment, si je prends un peu trop d'avance dans ma roadmap, de me rappeler pourquoi cette URL était dans mon planning édito. Donc, vraiment, ta partie optimisation doit faire partie intégrante de toute ta stratégie SEO éditoriale et elle peut très bien être intégrée à ta création de contenu et que ça soit exactement dans le même fichier. Là, je t'ai fait le focus sur l'optimisation, enfin l'opti de blog, mais en fait, dans l'ensemble de mon fichier, j'ai aussi toutes les créations et pourquoi j'ai décidé de créer ces nouveaux contenus. Alors, je peux te rassurer, c'est parce que je n'avais pas d'URL qui ciblait déjà ce mot-clé, parce que je ne veux pas de cannibalisation. Et surtout, ce que je te dis là sur la partie Google Search Console, rappelle-toi sur les autres modules, je te jure que je le fais moi aussi, parce que moi aussi, j'ai pas envie de me planter et tomber dans certains pièges SEO. Et la question que tu te poses déjà peut-être aussi, et là tu vois, je viens un peu de le mentionner avec cette colonne justement avec URL du doc, c'est que l'optimisation parfois à transmettre des recommandations d'optimisation, c'est pas forcément évident parce que ça peut vite être le bazar sur un doc, tu vois. Et c'est pour ça que moi je bannis un peu les Google Docs ou les Word, tu sais, qui sont en mode suggestion. Franchement, on n'y comprend rien, il y a des trucs barrés, des trucs d'une différente couleur, on ne sait plus qu'est-ce qui était modifié ou pas. Enfin, moi, personnellement, ça m'angoisse un peu et je trouve que ça fait grave le bazar. C'est pas facile d'en un coup d'œil de voir quelle est la charge de travail du coup à accomplir et à réintégrer, la charge de travail qui a été effectuée, potentiellement pour des développeurs aussi qui vont directement intégrer ton boulot. C'est pas forcément évident d'avoir un Google Doc. Et du coup, je trouve que Figma, c'est le parfait outil pour de l'optimisation de l'existant. Tu vois, genre là, j'ai repris l'exemple tout à l'heure que je vous ai montré de Spot. Et là, je vous avais même pas menti, hein, il n'y avait pas de maillage interne, vous avez vu, avant qu'on intervienne, hein. Il n'y avait pas les petites, jolies catégories, il n'y avait pas de contenu. Donc
Promis, ce n'est pas du trucage. Et donc, du coup, on voit pertinemment avec des flèches et des carrés là où on veut insérer le nouveau contenu. Et le nouveau contenu est directement intégré sur Figma parce que vous pouvez intégrer des gros blocs de texte directement sur Figma. Donc, au moins, c'est hyper visuel. Vous pouvez dire bah, modifier ce sous-titre-là par et hop, vous mettez votre contenu. Donc voilà, on comprend très bien. Donc moi, je vous recommande, quand vous travaillez sur de l'optimisation de l'existant, de choisir un outil assez visuel qui va pouvoir à la fois permettre, je ne sais pas, aux équipes marketing, votre traffic manager de valider le nouveau contenu et surtout les différentes actions que vous pouvez mener parce que c'est très visuel et ça va être très rapide pour lui de valider. Et d'un deuxième point, même pour les développeurs, donc plus pour les équipes techniques, pareil, ils comprennent, ils peuvent copier-coller directement le nouveau contenu dans les bons espaces du template. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Et bien entendu, que je vais finir la formation par les erreurs à ne pas faire. Parce que je trouve qu'on apprend beaucoup de ces erreurs, mais si on peut les éviter, pardon, c'est mieux et c'est mon job. Et du coup, on va terminer cette formation avec ce chapitre-là, tout de suite après.